Hello vous! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour souffrir, oui! À la base, cette vidéo est partie d'une idée différente. À la base, je m'étais dit, ça serait sympa de faire un top 10 de mes dernières lectures, donc de celles parues dans mon dernier update, où je classe du coup de ce que j'ai le moins aimé à ce que j'ai le plus aimé. Mais je me suis dit, ça va peut-être faire un peu redondant avec l'update, même si en soi c'est pas le même exercice. J'en ai parlé avec Alice qui m'a dit, mais attends, pourquoi tu ferais pas ça plutôt avec ton top de lecture de tous les temps, genre tes 20 sur 20 sur Livre Addict? Alors, sur le coup, je me suis dit, mais quelle idée de génie! Puis après, je suis allée voir les livres et je les ai sortis de ma bibliothèque et je me suis dit, je vais jamais y arriver! mais, je l'ai fait. Alors, ça a été une tanasse, parce que, du coup, il y a 11 livres. C'est pas un top 10, c'est un top 11, parce qu'en fait, il y a 11 livres que j'ai notés 20 sur 20 sur Livre Addict. Alors techniquement, si vous êtes curieux, alors déjà, attends, je vous resitue. Livre Addict, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet, on n'est pas du tout partenaire, ils me connaissent pas, voilà. Mais c'est un site que j'utilise quotidiennement. C'est un site qui permet de rentrer sa bibliothèque en ligne, de noter ses lectures en cours, sa wishlist, sa pile à lire. C'est ma vie, ok, en mode littéraire, vraiment, c'est tous mes post-it réunis en un seul site, c'est hyper précieux. Il manque une partie pour les citations. Voilà, il est pas parfait, mais voilà, en tout cas, voilà, je passe ma vie sur ce site, et donc tu peux noter tes lectures et tu peux classer les lectures que t'as faites par note. Et pour les plus curieux d'entre vous, si vous allez voir par vous-même mes lectures classées par note, il y a plus que 11 livres à 20 sur 20. Mais il y a 11 romans. Le reste, ce sont, il y a un essai, pas mal de BD et romans graphiques, et je crois pas de manga. Après, il y a des 19 de partout, mais j'ai pas regardé les 19, je suis restée sur les 20. Du coup, je me suis dit, je vais prendre les 11 romans où j'ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, et je vais faire un classement du 11e à la place numéro 1 dans mon cœur. Et honnêtement, ça a été infernal comme classement, j'y ai passé peut-être 15-20 minutes, je déconne même pas, 15-20 minutes avec les livres là, posés sur mon tapis, en mode, comment ? J'en prenais un, je le reposais, c'était vraiment pas simple. Au final, parce qu'en fait, il y a différents critères. Tu vois, genre, t'as la plume, t'as le style, t'as l'émerveillement, ou en tout cas l'emportement quand tu lis. Du coup, j'ai fait une espèce de melting pot de tout ça, mais j'ai surtout suivi mon cœur pour le classement. Ce qui veut dire que d'un point de vue stylistique, le numéro 10 pourrait être mieux écrit, entre guillemets, d'une plume plus soignée que mon numéro 1. Sachez que j'ai pris les chiffres au pif parce que autant le numéro 1, je sais lequel j'ai mis, autant le numéro 10, je me rappelle pas. J'ai les piles devant mes yeux, donc écoutez, on y va. Alors, sachez que vous allez peut-être être surpris de ne pas voir certains livres. C'est tout simple, en fait, sur Livre Addict, maintenant, je note les livres, et je mets même des commentaires, mais je n'ai pas tout noté. Par exemple, il y a eu un moment où j'avais rentré toute ma bibliothèque sur le site, y compris des lectures que j'avais faites longtemps avant, et du coup, il n'y a pas de notes, parce que le ressenti était trop lointain. Par exemple, je crois me souvenir que les Dickens, Dumas et même Victor Hugo, ils sont rentrés sur le site, mais je les ai pas notés. Notés dans le sens mis une note. Donc voilà, c'est possible qu'il y a certains titres où vous vous dites « Oh, ça sera forcément dedans », ils y seront pas. Ou alors, ils ont été notés à 18 ou 19, c'est possible aussi. Allons-y donc, cette intro est déjà trop longue alors que cette vidéo va durer une éternité parce que je sais que j'aurai du mal à m'empêcher de parler 1000 ans pour chaque bouquin. En numéro 11, que je considère également du coup un petit peu comme un bonus de top 10, j'ai mis Le Temps des sorcières de Alix Harrow. Et j'ai mis 20 à ce livre, vraiment pour le coup pour ce qui m'a fait ressentir à la lecture. On est sur l'histoire de 3 sœurs, et c'est un mélange en fait de vraie histoire et d'histoire inventée puisqu'il y a de la magie dans ce bouquin. C'est 3 sœurs qui vivent ensemble, enfin en tout cas justement qui vivent séparées mais qui vivaient ensemble quand elles étaient plus jeunes et qui se retrouvent. Et la sorcellerie commence à être condamnée très fermement et ces 3 filles sont des sorcières. À la base, quand j'ai attaqué ce roman, je m'attendais à un jeunesse plutôt mignonnet, en tout cas pas quelque chose de transcendant. J'ai été extrêmement impressionnée par le style, par la plume, que j'ai trouvé, alors... Tout le monde ne va pas aimer, hein. C'est une certitude, c'est assez trivial parfois, assez incisif à d'autres moments, très féministe pour le coup, très, comment dire ça, en mode attaque. Il n'y a pas 50 000 tournures pompeuses pour dire les choses, ça les dit cash et ça fait du bien. J'ai adoré cette lecture, elle m'a profondément remuée, j'ai pleuré à quelques reprises. Tu sais d'ailleurs, je me demande si j'ai pleuré sur tout... Non, j'ai pas pleuré sur tous les livres qui sont dans mon top, mais sur plusieurs. Et vraiment, je pense que mon 20 vient aussi du fait que ça a été une vraie surprise en termes de découverte. Comme je l'ai dit, je m'attendais pas à grand chose et ça m'a vraiment emportée. De mon côté, j'ai été donc très conquise par la plume. J'ai d'ailleurs noté plus de 6 ou 7 pages dans mon carnet de citations provenant de ce bouquin. Je conseille vivement à toutes celles et ceux qui aiment la sorcellerie, les caractères forts et on va dire la profonde connexion avec les personnages.
vous les connaissez vraiment. C'est pas juste 3 pélos qu'on a pris avec des traits de caractère stéréotypés. Il y a des caractères compliqués, il y a des défauts, il y a des qualités, il y a des humains complexes et complets. J'ai adoré, voilà. C'est une très bonne lecture. Je le considère néanmoins comme un petit bonus parce que si je l'ai adoré, c'était pas non plus une métamorphose complète de mon existence à la lecture. Mais ça a apporté une petite brique. Voilà, ça c'est un autre truc que j'aime bien. Je suis désolée, cette vidéo va être très longue, mais j'aime bien penser que quand on lit ou quand on découvre un film, ça apporte des petites briques à notre personne, à notre personnalité, à nos valeurs, à nos façons de voir les choses. Des fois, c'est des tout petits cailloux qui colmatent une brèche. Des fois, bon bah c'est une petite couche supplémentaire de ciment sur un truc qui est déjà bien étoffé. Des fois, c'est rien du tout quand c'est vraiment nul. Des fois, ça casse quelque chose et des fois, ça nourrit. Et bah ce livre, il a fait partie des livres qui m'ont apporté une petite brique de force pour la femme que je suis. Et rien que pour ça, il méritait obligatoirement un 20. En place numéro 10, du coup, donc en bas de mon top 10, j'ai mis La Nuit des Temps de Barjavel. Alors c'est tout simplement pourquoi il est aussi bas, entre guillemets, parce que c'est quand même mes 20 sur 20, je l'ai pas lu depuis très longtemps. D'ailleurs, comme le numéro 9, c'est un roman que je n'ai pas lu depuis une éternité. Je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie, je me souviens de mes larmes, je me souviens de la force de la force des mots en fait de ce livre et que je me suis retrouvée embarquée dans quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Je compte le relire, je ne sais pas quand parce que je me rappelle encore de certains trucs, donc j'aimerais vraiment l'oublier encore un peu plus avant de le lire, enfin de le relire, mais c'est une merveille. Et c'est drôle parce que le résumé parle d'une expédition en Antarctique à plus de 900 mètres sous terre, des scientifiques qui découvrent quelque chose. Et en fait, quand tu lis ça, tu dis ok, ça va être de la SF, why not, tu vois. Et en fait, à la fin du résumé, il y a marqué un roman universel devenu un classique de la littérature, mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Et pour moi, ce livre, quand je l'ai lu, en tout cas à l'époque, c'était la définition de l'amour. C'est une sorte de dystopie, mine de rien. Utopie, peut-être une utopie qui, du coup, est une dystopie en opposé. En même temps, c'est la définition d'utopie. En fait, utopie, ça te vend un monde merveilleux, et du coup, quand tu le compares à notre monde à nous, ça montre à quel point le nôtre, il y a du travail. Donc, c'est un peu une utopie, plutôt. Et la vision de l'amour de ce livre m'avait bouleversée. Mais je l'ai lu, j'étais très jeune, ado, oui, du coup j'étais très jeune, donc il faut que je le relise. Je pense qu'il faut vraiment que je le relise, et je serais curieuse de voir mon regard adulte, maintenant de femme, sur ce bouquin. Je sais que je l'aimerais toujours, maintenant est-ce qu'il sera toujours dans mes 20 sur 20 ? Mystère. En tout cas, il mérite sa place, et je sais qu'en termes de plumes et en termes d'histoire, vous serez pas déçus si vous foncez dessus. En numéro 9, du coup, parce que pareil, je l'ai pas lu depuis très longtemps, mais je sais qu'il est exceptionnel, Köchel de Jacqueline Carré. Donc là, j'ai mis le tome 1 qui est énorme. Sachez qu'il y a 3 tomes pour la première trilogie, qu'il y en a une seconde après, donc il y a de quoi faire. Alors lui, je l'ai pas lu depuis, pareil, un peu moins longtemps. Je devais avoir la vingtaine, bon ça fait quand même une petite dizaine d'années. Je me souviens de l'histoire, je me souviens vraiment bien de l'histoire, je me souviens du style. C'est une saga de fantasy qui est incroyable. Alors c'est de l'adulte, ne serait-ce que la taille du roman, je pense que vous vous en doutez, surtout que c'est pas écrit gros, voilà, on est vraiment sur un gros pavé. Ça raconte l'histoire de Phèdre Nodolonais, oui c'est ça, je vérifiais dans le résumé, qui est une courtisane, mais pas n'importe laquelle, parce qu'elle est marquée par Köchel qui est une divinité qui prend son plaisir dans la souffrance. Ce qui fait que Phèdre est très très convoitée en tant que courtisane, puisque ça veut dire qu'elle peut satisfaire les plaisirs les plus vils des mecs. Alors, je vous le dis direct, bon, il y a du sexe de mémoire, mais il y a pas de scène de cul. Enfin, c'est clairement pas un livre à lire que d'une seule main. Déjà parce que ça vous casse le poignet parce qu'il est trop gros, mais surtout, c'est pas un livre érotique. On n'est pas sur de la dark romance, c'est de la fantasy. Et Phèdre, en fait, alors le roman est assez lent, de manière générale, à se mettre en place. Et Phèdre est donc acheté par un mec qui va l'instruire. Et qui va lui apprendre plein de choses, qui va l'éduquer, qui va lui prendre des précepteurs, etc. Et c'est au moment où elle quitte la maison de son maître que l'aventure commence vraiment, le roman commence vraiment. C'est une fresque de fantaisie que je trouve incroyable. Phèdre est une héroïne. J'allais dire, j'ai jamais retrouvé ça. Dans le tome 1 de Guild, on devine un petit peu le même type de personnalité, mais Phèdre est une héroïne extraordinairement forte, avec un courage. T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu une femme comme elle. J'ai jamais vu une femme comme elle. On est sur une. Alors à l'époque ça se disait pas, mais pour moi c'est une œuvre profondément féministe et surtout un roman d'aventure extraordinaire. C'est de la fantaisie avec un grand F. Il y a des complots, t'as des enjeux monstrueux, t'as des drames à foison, t'as des pertes de personnages géniaux. Enfin,
Tu t'accroches, tu t'attaches, t'as peur pour eux, c'est génial. C'est une extraordinaire saga. Je vous recommande, alors pas si vous débutez en lecture parce que ça risque de vous décourager, quoique, parce que c'est vraiment génial, donc peut-être. Mais voilà, je recommande à 1000%. Et je veux le relire, d'ailleurs je l'ai embroché, l'un d'entre vous me l'a offert pour me faire plaisir et ça me fait très plaisir. Il faut que je le relise, mais c'est pareil, il faut que je trouve le temps. Mais lui, je sais qu'il sera toujours dans mon top, c'est aucun doute, je me rappelle encore très très bien de tout. En numéro 8, qui est mon chiffre préféré, j'ai mis Peter Pan. J'ai pas mal hésité, mais alors je reconnais tout à fait mon vin. C'est un excellent roman. En plus, pour le coup, il est court. Alors moi, j'ai une très belle édition de chez Minalima, mais c'est un roman qui est court, qui est accessible pour les petits comme pour les plus grands. J'ai adoré cette découverte. Il y a un mélange de monde de l'enfance et de monde de l'adulte. Alors je pense que pour le coup, il gagne à être lu en tant qu'adulte. C'est un peu comme Le Petit Prince, que vous verrez un peu plus tard. Je vous spoil un petit peu. Mais c'est le même genre. C'est un roman qui... C'est un mélange de plein de jeux, de rires et en même temps de réflexions très intenses et très vraies, de recul sur les choses, de maturité et en même temps de rire. C'est divinement écrit, divinement dosé, c'est une petite merveille. Et à lire en tant qu'adulte, il donne envie de tendre la main à l'enfant qu'on était et en même temps, il nous montre que c'est bien de grandir, mine de rien. Parce que le monde de l'enfance est très bien analysé là-dedans et certes, il est merveilleux, mais il est aussi très cruel. Lisez donc Peter Pan si ce n'est pas encore fait. En numéro 7, j'ai mis L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, qui est un roman que j'ai lu très récemment, lui pour le coup, cet été, et qui j'ai mis 20 avec un grand plaisir. Quelle plume, quel style, quel talent, c'était... Wow, là 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 là. Pouf. On est sur un roman biographique sur Madame de Maintenon, donc Françoise d'Aubigné, la dernière femme de Louis XIV. On commence avec elle alors qu'elle... on la rejoint début d'adolescence, quand elle est adoptée par une tante à elle, quand ses parents sont morts. Elle est d'ailleurs née dans une misère assez absolue, et c'est assez dingue de suivre la vie de cette femme, justement, de la misère à la royauté, en fait. C'est un livre qui surprend beaucoup par son style. En fait, c'est une biographie, mais écrite sous forme de lettres. En fait, l'autrice s'est fait passer pour Françoise d'Aubigné, comme si elle écrivait une très longue lettre à une petite fille qu'elle aime bien pour lui raconter sa vie. Ce format permet déjà d'être emporté par la plume, parce que qu'est-ce que c'est bien écrit! Je disais que pour Le Temps des sorcières, j'avais noté 7 pages de citations, j'ai dû être à 10, j'ai un petit carnet, hein, je tiens à préciser quand même, vous attendez pas à des feuilles à 4, hein, mais la plume est... incroyable, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu en termes de style. Alors je connaissais déjà l'histoire parce qu'il y a un film, L'Allée du Roi, que je regarde beaucoup avec ma maman, que j'aime énormément. J'aime ma maman, mais j'aime aussi le film, hein, je parlais du film, mais bref, vous avez compris. Et c'est un très 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 bon roman. Alors, il est pas simple à lire et il est lent. On est sur une femme qui raconte sa vie, ses états d'âme. Parfois, on a plein de noms de ducs, de comtes, etc. Mais historiquement parlant, c'est une pépite parce que du coup, évidemment, François Chandernagor s'est appuyé sur les vraies lettres de Madame de Maintenon, y compris d'ailleurs sur plein de citations qu'elle a réellement employées dans son texte. Elle s'est appuyée bien sûr sur des faits réels et tangibles de l'époque. J'ai appris plein de choses. Alors, il y avait plein de choses que je connaissais déjà parce que déjà je connais bien cette période et ensuite j'ai déjà vu le film tiré du livre. Donc forcément, je connaissais pas mal de bails, mais j'ai quand même eu davantage de précision et j'ai adoré cette lecture. Vraiment, et en plus, je crois que vraiment je l'ai lu. Je crois vachement à ça, je sais pas pour vous, mais il y a des livres, je pense que il y a des moments pour les rencontrer. Et je pense que j'ai rencontré L'Allée du Roi à un moment où j'en avais besoin. C'était une période où j'étais un petit peu à bout psychologiquement, genre fatiguée, triste, préoccupée. Et en fait, Madame de Maintenon, c'était une femme très pieuse et elle priait beaucoup et elle avait une grande abnégation. Et bizarrement, je ne sais pas, mais lire ça quand moi-même j'étais très perturbée, on va dire ça comme ça m'a beaucoup apaisée et elle m'a un petit peu transmise de son calme et de sa résignation en fait de manière générale. Parce que mine de rien, la vie des femmes jusqu'à pas récemment, c'était en grande partie ferme ta gueule. Hein. On peut avoir, il y en avait qui avaient du pognon, qui baisaient des gars de partout, mais de manière générale, si un mec disait un truc, elle devait se taire. Et ça apporte une bonne dose d'humilité de lire ce genre de témoignage. Et encore une fois, historiquement parlant, c'est du pain béni. J'ai adoré, voilà. Ça a été une lecture extraordinaire et je suis dans une phase qui aime bien lire des biographies, j'en trouve des très bonnes, notamment celle de Catherine d'Aragon que je viens de terminer. Je vous en parlerai dans le prochain update pour le coup. Mais voilà, donc excellente lecture que je recommande chaudement. Pas à ceux qui débutent la lecture, mais ceux qui sont déjà un petit peu lancés ou qui sont intéressés par les périodes de royauté, foncez, qu'est-ce que c'est bien écrit. Pouf. En numéro
6, je vous l'ai teasé tout à l'heure, mais vous le saviez, Le Petit Prince. Enfin, vous le saviez. Je vous avais dit qu'il y avait certains titres que je n'avais pas notés, hein, mais Le Petit Prince, je l'ai relu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, donc j'en ai profité pour le noter à ce moment-là. C'est toujours un 20. Voilà, ce livre est à lire quel que soit l'âge, même si je pense encore une fois que c'est en tant qu'adulte qui nous parle le plus, mais le fait de l'avoir lu enfant ajoute une petite dose de nostalgie. Que dire si vous ne l'avez pas encore découvert? Il est très court, c'est un livre pour jeunesse à la base. C'est un livre jeunesse, pas pour jeunesse, pour les enfants du coup. Enfin, pour moi c'est pas un livre pour les enfants. D'ailleurs je crois que la dédicace c'est pour les enfants que vous avez été ou quelque chose comme ça. Voilà. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite en France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Wers quand il était petit garçon. Et en fait, je pense que ce livre s'adresse profondément à tous les enfants qu'on a eus. Il y a un peu le lien avec Peter Pan là-dedans, mais à tous les enfants qu'on a été, en fait. Et il montre avec beaucoup de justesse toutes les émotions pures qu'on a en nous, qu'on doit garder, qu'on doit chérir. Et mine de rien, c'est peut-être lié au travail que j'ai fait sur moi ces derniers mois, voire années, mais cette idée aussi d'accepter ses sentiments et de pas essayer de les enfouir. D'accepter les questions, d'accepter les remises en question, d'accepter d'aimer, d'oser aimer aussi. C'est un livre qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour à donner. Tout le monde doit le lire. Et on attaque maintenant mon top 5, qui a été une véritable tanasse à faire, honnêtement. C'est là où j'ai eu le plus eu de mal, parce que autant pour la deuxième partie, enfin pour le top 11 à 6, ça allait, puisque je sentais bien qu'il y avait quand même une différence d'affect. Autant là, honnêtement, les 5 qui sont là, c'est inclassable limite à mes yeux, mais bon. En numéro 5, j'ai mis... Oh, pardon, Réma. J'ai fait tomber le livre sur Merlin. Pardon, mon bébé, j'ai pas fait exprès. En même temps, quelle idée de te foutre là. En numéro 5, disais-je, j'ai mis La voleuse de livres de Marcus Zusak, je ne sais pas comment on prononce. Oui, il n'est qu'en place numéro 5 et ça me brise un peu le cœur de le mettre aussi bas. C'est un livre extraordinaire. Oh là là, ce livre est... On est sur l'histoire d'une petite fille, Liesel Meminger. C'est quoi, je vais vous lire le résumé. On peut se permettre. Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort. Et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel Meminger y est parvenue. 3 fois cette fillette a croisé la mort, et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt? Ou sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret. Celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Un des plus beaux romans que j'ai jamais lus. Et qui est écrit d'une manière... Ça frôle le génie. C'est la mort qui est narratrice. La mort qu'on apprécie d'ailleurs, parce que elle est très humaine, mine de rien, beaucoup plus d'ailleurs que certains humains. Alors c'est pas un livre qui va vous faire tomber dans le pathos. On n'est pas sur une... c'est pas dramatique tout au long du texte. Alors évidemment, le contexte politique qu'on connaît fait que on sait que c'est la merde, mais la vie de Liesel n'est pas dramatique tout au long du livre. Au contraire, c'est une petite fille qui est... petite jeune fille qui est pleine de vie, pleine d'espoir. Elle est adoptée, recueillie, elle vit avec 2 personnes qui sont très lumineuses aussi à leur manière. Elle a des amis, voilà. Et en fait, la mort, au début de ce livre, nous annonce qu'on va perdre... c'est fou parce que je l'ai lu il y a des années, hein. Rien que de le dire, j'ai envie de pleurer. Dès le début, donc, la mort nous annonce qu'on va perdre un personnage. Elle nous dit, je suis là parce que... elle nous parle des potes autour de Liesel, de la famille, tout ça. Puis à un moment, elle dit, vous attachez pas trop à tel perso parce que je vais l'emporter avant la fin de ce récit. Et en fait, je me rappelle que la première fois que j'ai lu ça, j'étais en mode... C'est complètement con de nous dire ça, ça enlève tout le suspense, ça enlève toute l'intensité de la surprise, et en fait, j'ai envie de pleurer. Je vais pas en parler plus, mais c'est un livre qui est bouleversant de talent et de justesse de plume, et qui... Je sais pas si c'est possible de pas pleurer en le lisant. Rien qu'en y pensant, j'ai encore envie de chialer, donc c'est une merveille. C'est une merveille et lisez-le. Lisez-le vraiment, c'est un chef-d'œuvre.
Et d'ailleurs, depuis, parce que La voleuse de livres, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, hein, j'habitais encore à Saint-Genis quand je l'ai découvert. Et depuis, j'en ai lu d'autres, des livres comme ça, genre Et ils meurent tous les deux à la fin, par exemple, d'où le titre est quand même très 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 clair. Hein. Et c'est un procédé qui est utilisé de temps en temps encore, mais je l'ai jamais vu aussi bien maîtrisé que dans La voleuse de livres. Jamais. On arrive au top 4. En numéro 4, j'ai mis Martin Eden de Jack London. Que dire là en fait là de toute façon, enfin je suis pas entrée dans le détail, mais La voleuse de livres fait partie des livres qui m'ont profondément marqué. Martin Eden a beaucoup nourri, a mis beaucoup de briques en moi. Disons cela, je garde ma métaphore de briques, ok. Martin Eden, en fait, c'est une réflexion assez dingue par rapport à notre société, par rapport à la culture, au rapport de l'éducation, à l'accès à l'instruction, par rapport aux différences classes sociales, je vais y arriver, par rapport aux différences de classe sociale, comment ça se vit, comment ça peut se franchir, est-ce que ça peut se franchir, également par rapport à l'empathie, par rapport au lien entre les hommes. Outre l'histoire de Martin, c'est l'histoire de l'humanité en fait et de la société qui est dépeinte à l'intérieur, pardon. C'est un livre que je trouve profondément remuant, qui propose une frénésie de réflexion et quand je l'ai lu, j'en ai parlé pendant des heures, que ce soit à Kim ou à des amis, j'étais il est riche. C'est un livre vraiment qui te fait te rendre compte que tu ne sais rien. Et qu'il faut beaucoup d'humilité, là encore. En vrai, j'aime bien les livres qui te mettent une petite claque dans la gueule, tu vois. Je trouve que c'est important. Parce qu'on a tendance à être assez égocentrique en tant qu'être humain, tu vois. Et c'est un livre qui avec beaucoup d'humilité te montre à quel point on sait rien et à quel point, c'est fake, en fait, ce qu'on fait. Et à quel point ça vaut la peine d'essayer de sortir de ça, mais en même temps, si on en sort, est-ce que ça vaut la peine d'être une poignée d'éclairés parmi un troupeau qui ne voit rien? C'est un peu la question. Et en même temps, du coup, si tu te prétends éclairé, est-ce que ça veut pas tout simplement dire que tu es très prétentieux au final? Est-ce que c'est pas ceux qui ne voient rien selon toi qui ont raison? Enfin voilà, il y a plein de réflexions comme ça. Maintenant, ça c'est des réflexions qui moi m'ont beaucoup parlé. C'est un roman, hein. Bon, moi j'y vois une sorte de philosophie quand même, mais ça reste un roman. Alors la plume n'est pas des plus accessibles, mais il reste quand même facile à lire. Facile à lire en tout cas dans les termes employés. Maintenant pour les réflexions apportées, je pense qu'il faut déjà un petit peu de recul avec la littérature pour pouvoir l'appréhender, sinon on est un peu noyé. Parce que parfois Martin Eden il part dans des espèces de monologues ou des tirades où il partage ses pensées, ses ressentis et c'est vertigineux. C'est une énorme claque. D'ailleurs je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Je vous afficherai le lien ici si jamais vous voulez en savoir plus. Et on arrive au top 3. Et c'était très dur encore une fois. J'ai arrêté de le dire, en même temps il faut que je le dise parce que c'est important. En numéro 3, j'ai mis Léo de Hurlevent. C'était pas facile de savoir où le placer celui-ci, mais ça reste un des plus beaux romans que j'ai jamais lu. Et pour le coup, lui, je l'ai relu il y a 2 ans, je crois également. Je l'ai relu en tout cas très récemment, puisque je l'ai aussi dans une belle édition de chez Tibert. Là, je vous ai montré l'édition des romans éternels, mais je l'ai aussi chez Tibert. D'ailleurs, je crois que je l'ai aussi en poche. Il va falloir que je fasse un tri un moment dans mes éditions quand même. Mais ce roman c'est un des plus beaux romans gothiques que j'ai jamais lu. Je crois d'ailleurs que j'ai aussi fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai également l'affiche ici si jamais vous voulez plus de détails dessus. Donc je vais peut-être pas épiloguer 500 ans, mais je l'ai lu ado pour la première fois, une seconde fois vers ma vingtaine et une dernière fois du coup il y a peu de temps. À chaque fois c'est une redécouverte, à chaque fois c'est une claque, c'est magnifiquement écrit, c'est violent, c'est prenant, t'es transporté dans les collines, on va dire, dans les falaises, t'es dans un endroit sauvage avec la nature, la violence des émotions des personnages est folle. Alors, il faut pas chercher à trouver des personnages sympas plus que ça, hein. C'est pas manichéen, il y a pas des gentils, des méchants, c'est juste profondément humain, plein de rage, de colère et de... Oh là là, c'est une histoire de vengeance. Ah ça c'est pareil, on le vend souvent en histoire d'amour, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est de l'amour, mais c'est bien plus que ça. Il y a de l'amour dedans, mais c'est surtout de la rage, c'est surtout de la haine, c'est des émotions, c'est un roman d'émotions, c'est un roman d'humanité profonde et il est bouleversant. Alors pareil, si vous le commencez, ne paniquez pas, c'est normal que vous soyez paumé au début. Je le dis à chaque fois, d'ailleurs je l'ai dit dans ma vidéo dédiée, mais en fait le début, t'as plein de personnages qui pop et t'es un peu perdu parce que t'en as 2 qui ont le même prénom. Rassurez-vous, ça se clarifie très vite pour le coup. Il y a un moment où le personnage principal du début tombe malade
et se retrouve alité et une vieille dame commence une histoire. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Donc tout le début où vous êtes en mode « Attends, c'est qui déjà elle? Pourquoi elle s'appelle comme elle ?» Vous allez, oh c'est pas non plus, on n'est pas sur un labyrinthe, hein, il y a 2 prénoms identiques et vous avez juste des persos que vous comprenez pas ce qu'ils foutent là. Ça dure pas longtemps. Accrochez-vous jusqu'au début du récit de la vieille femme. C'est là que ça commence et c'est là que c'est tout de suite génial. Donc voilà, vraiment Les Hauts de Hurlevent, une des plus belles découvertes que j'ai jamais fait en mode littéraire. J'aurais pu mettre Jane Eyre, mais il était pas dans mes 20, donc je suppose qu'à Jane Eyre, j'ai dû mettre 19 ou 18. Mais je préfère de toute façon intimement Les Hauts de Hurlevent. Je pense que son côté passionné me nourrit davantage, là où Jane Eyre est beaucoup plus raisonnée. Et on arrive au top 2. En numéro 2, relecture que j'ai faite assez récemment et qui valide sa place, Les Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Je pense que pour le coup, pas beaucoup d'entre vous seront étonnés. Oh, je vous ai parlé de Köchel, que du coup j'ai mis assez bas parce que je l'avais pas relu depuis longtemps. Les Salauds Gentilshommes, je l'ai relu l'année dernière, même pas cette année d'ailleurs, je crois que je l'ai relu. Parce que je l'ai reçu en brochet, c'est pareil, je crois que c'était de June Eshun. June Eshun me l'a offert en brochet, du coup je l'ai relu. Köchel attend donc son tour. Je l'avais lu du coup assez jeune et ça avait été une claque monumentale. Et quand je l'ai relu là, je me suis dit, vas-y, est-ce que je vais ressentir la même chose? Parce que le temps a passé, je me rappelle de l'histoire. Oui. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors c'est une trilogie. D'ailleurs, il y a le tome 4 qui doit sortir depuis des années. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais je voulais le résumer. Il mérite également. On l'appelle la ronce de Camor. Un bretteur invincible, un maître voleur. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les 2 moitiés n'ont pas tort. En effet, Loke Lamora est à son grand dame la fameuse ronce. Les rumeurs sur ses exploits sont des escroqueries de la pire espèce, et lorsque Loke vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Il garde tous ses gains pour lui et sa bande, les salauds gentilshommes. Mais voilà qu'une mystérieuse menace plane sur l'ancienne cité de Camor. Une guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds. Pris dans un jeu meurtrier, Loke et ses amis verront leur ruse et leur loyauté mise à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire. C'est la plus belle histoire de fantasy que j'ai jamais lue. Vraiment. Et la saga entière d'ailleurs, hein, les 3 tomes sont... Mais surtout le premier, parce que le premier c'est ce qui te fait découvrir, mais les 3 tomes sont extraordinaires. Loke est un personnage complètement dingue. Mine de rien, ensuite des personnages qui sont plus âgés aussi que la moyenne, c'est de la fantasy adulte, donc ils sont adultes, même si on les suit depuis enfant. Le truc qui peut être un peu confusant au début, c'est que vous avez des retours dans le temps, genre par exemple vous allez vivre l'action au présent et d'un coup flashback et le chapitre suivant se passe dans le passé. C'est jamais un hasard, hein, évidemment, si ça a lieu c'est parce que il y a des raisons, c'est pour mieux comprendre certaines choses, des liens, des trucs qui pop, etc., des capacités, etc. C'est extrêmement bien écrit. Loke et sa bande sont brillants, et également nuls à des moments. Leurs liens sont forts, c'est une famille, tu les aimes, ces personnages. C'est les premiers personnages, je pense, que j'ai autant aimés dans mes lectures. Ils sont incroyables. Ils sont vrais, Et puis le style en lui-même, enfin l'histoire en elle-même, c'est une partie de poker géante. Parce que Loke et sa bande, ils essaient de s'en sortir, ils essaient de gagner du pognon aussi, de faire des grosses arnaques. Et en fait, ils doivent toujours être plus malins que les autres. Et c'est génial à voir. C'est génial à lire, c'est jouissif. Bon après des fois ils galèrent donc c'est moins jouissif mais c'est un livre incroyable à lire, vraiment à lire, c'est du génie cette saga, vraiment c'est du génie et j'ai hâte de relire la suite aussi d'ailleurs puisque du coup je m'étais relu le tome 1, je m'étais dit qu'il fallait que je m'achète les tomes 2 et 3 mais ouais non lisez Les Salauds Gentilshommes, ça mérite son top 2 de très très loin. Et en numéro 1 j'ai mis Le Chant du Loup, le tome 1 du clan Bennett de T.J. Klune. Alors, j'ai beaucoup hésité, comme je vous l'ai dit, parce que en termes de plumes, je ne peux pas dire que le clan Bennett soit par exemple mieux écrit que Les Hauts de Hurlevent. Ce serait mentir. Les Hauts de Hurlevent, en termes de style, c'est au-dessus. Ça te transporte beaucoup plus. Tu voyages, les mots choisis sont, les tournures choisies, voilà, tout est plus riche, on va dire. Mais ce livre, on parlait de petites briques. Ce livre, il m'a mis un mur entier en moi. Tellement ce qu'il m'a apporté, j'avais besoin de le lire et je le savais pas avant de tomber dessus. Je voulais le résumer aussi. Ox a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout du chemin. Joe qui parle,
qui parle comme s'il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change du jour au lendemain, car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères. Mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger. Des secrets rouge alpha, orange bêta, violet oméga. Des dangers surgis du passé et qui menacent désormais tout le clan Bennett. Oh, j'ai fait une vidéo sur Teddy Clown en entier dont je parle notamment à l'intérieur de cette saga. Parce qu'il y a 4 tomes, j'ai lu les 3 premiers pour le moment. Les 3 sont exceptionnels, le 4 m'attend, il sera pour octobre. Mais le 1, je pense, sera toujours au-dessus parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce concept, ces philosophies, cette façon de penser, cette façon de ressentir. L'histoire est géniale, la plume est très bonne, les personnages sont fous. En termes d'humanité, en termes de sensibilité, les thématiques abordées sont... Merlin fait tomber les bouquins. Les thématiques abordées sont d'une rare intensité, d'une rare vérité. Mais ça, c'est la force de Teddy Clown, c'est pour ça que j'adore cet auteur. Il a pas peur de faire des personnages complets, même pour les souffrances, même pour les peurs, pour les côtés sombres, les côtés pas forcément glorieux des personnalités. Il va au bout des choses, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Pourquoi ce livre est en numéro 1 ? Déjà pour toutes les qualités que je viens de citer, parce qu'en tant que roman, il est très bon, mais surtout pour ce qu'il m'a apporté en termes de construction, pour reprendre l'idée du mur, cette idée de contact, cette idée... En fait, c'est comme si j'avais ça en moi depuis toujours, et le livre, il a mis les mots dessus. Cette idée où j'ai toujours besoin de me sentir proche physiquement des gens, c'est quelque chose que j'avais beaucoup refoulé, par exemple, mine de rien. Et maintenant, je le sais, maintenant je l'accepte, j'aime avoir toujours un contact proche. Alors pas collé, tu vois, mais par exemple, maintenant, typiquement, enfin, je le faisais déjà avant, mais maintenant, je le fais en pleine conscience. Quand je suis posée avec mes amis, on a un contact, genre, je sais pas, on a les mains qui se touchent, ou on a la tête l'un sur l'autre, ou alors on a une jambe posée sur la jambe de l'autre. Et en fait, ce contact-là, dans le livre, il est mis sur la métaphore de loup-garou, puisque, vous vous en doutez peut-être, ça parle de loup-garou, mais c'est au-delà de ça, c'est un besoin de contact et d'appartenance et de meute. Et en fait, ce besoin de meute, de relations profondes, d'amour sincère et profond, d'acceptation de qui on est en profondeur, on en a tous besoin. Le livre, il passe par les loups-garous pour verbaliser ça. D'ailleurs, il y a aussi des humains dans cet univers. Mais on en a tous besoin, en fait. On a tous besoin d'être aimés et acceptés pour ce qu'on est, pleinement, complètement, avec nos défauts aussi. Ce qui veut pas dire qu'on doit pas travailler dessus, bien entendu. Je suis pas en train de dire qu'il faut être un petit fait connard et espérer être aimé, bien sûr. Mais ce livre, il a mis les mots sur des trucs que je reconnaissais pas moi-même. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore en pleine acceptation de ça, tu vois, pour moi. J'étais plus en mode, vas-y, il faut que je gère, je veux pas être un poids, tu sais, le genre de truc classique, tu vois. Et en vrai, ce livre, il a joué un grand pas dans ma guérison, on va dire, de cette façon très dure que j'avais de me traiter, notamment aussi parce que j'ai des amis extraordinaires, hein, et un amoureux merveilleux. Enfin voilà, je suis très bien entourée. Le livre tout seul n'aurait pas pu tout faire. Mais l'acceptation de moi-même et de mes sentiments et de ce que je veux, ça c'est grâce à ce bouquin. Bon, et aussi grâce à mon entourage, certes, je vous aime. Il y a donc ce côté-là qui justifie déjà pleinement de l'avoir mis à cette place, mais il y a autre chose, il y a le côté couleur. Il y a le côté où en fait, comme c'est des loups, ils sentent beaucoup par la pensée, par intuition à des moments, et ils voient aussi sous forme d'aura, de couleur. Par exemple, la tristesse, c'est bleu. Donc il y a des moments où... Attendez, je vais essayer de vous trouver un passage... parce que ça se voit en termes de style, parce que c'est très parlé pour le coup comme bouquin, il y a beaucoup de dialogues, mais je sais pas si je vais trouver quelque chose. Je vais pas trouver au pied levé comme ça. Mais en gros, t'as des moments où, je sais pas, par exemple, t'as un perso, parce qu'ils sont tous connectés par ce lien de meute, et t'as un perso qui va être posé, il va regarder un autre perso, il va dire genre, bleu, je sens sa tristesse, ou peut-être des trucs comme ça. Et en fait, cette façon de parler par couleur, ça m'a... Comme je marche beaucoup par image, vous avez peut-être compris ça avec le temps, ça m'a beaucoup nourri en fait aussi. Cette espèce d'image de couleur par rapport aux émotions. J'ai trouvé ça très visuel et ça m'a mine de rien bien aidé à voir certaines choses que je pense je mettais un peu de côté avant. Enfin, je pourrais parler de ce livre pendant 4 heures, mais je pense vraiment que sa première place est méritée. De toute façon, c'est mon top, donc c'est moi qui décide. Mais je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le top et que je l'ai mis en numéro 1 que je me voyais pas le mettre ailleurs, en fait. Il n'y a pas de livre qui m'a plus marqué, je pense, dans ma vie que celui-là. Celui-là, il m'a vraiment apporté une main bienveillante sur mon épaule et une pression en mode « t'es pas seul, en fait.
T'es pas seul à voir ça comme ça, t'es pas seul à ressentir les choses. C'est un peu une ode à l'hypersensibilité aussi, mine de rien, à l'empathie et tout simplement à l'amour. À l'amour, mais pas forcément que amoureux, à l'amour et à la connexion humaine. Enfin, c'est tout ce en quoi je crois, ce livre. Et ça soigne beaucoup de choses. Parce que bah justement, comme le dit le résumé, Ox, son père se barre en lui disant que c'est une grosse merde en gros et qu'il arrivera jamais à rien et c'est quelque chose qui le hante beaucoup. Alors moi on m'a jamais dit ça, mais je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo dessus, donc je me répète, mais bon c'est pas grave. Mais on m'a dit d'autres choses. Et de voir un personnage qui est en souffrance comme ça par rapport à quelque chose qu'il a dû encaisser et qui travaille dessus et qui est aimé et que ça l'aide, enfin je sais pas, tout ça, ça m'a énormément nourri. Alors de manière générale, tous les romans de Teji Klune sont sur ces thématiques-là, ça se voit que c'est quelque chose qui travaille beaucoup l'auteur et qu'il veut le passer. J'ai lu pas mal de livres de lui maintenant, j'en ai lu peut-être 5-6 différents je crois, et ça revient à chacun, ça revient dans chacun, ça revient à chaque fois, et ça se sent que c'est le message qu'il veut faire passer, et bah ça a marché, voilà. Et plus je lis cet auteur, plus ça me nourrit et plus ça m'aide. Mais celui-ci restera le plus fort à mes yeux. Et j'ai fini, et j'ai fait une vidéo extrêmement longue, mais qui est-ce que ça étonne? Personne je suppose. J'attends donc en commentaire, mes chers petits choupes, plusieurs choses. Déjà, est-ce que vous connaissez certains des titres dont j'ai parlé dans mon top 11? Et est-ce que, si vous ne les connaissez pas, vous avez envie de les découvrir maintenant? Et ensuite, j'aimerais beaucoup savoir quel est votre top 10 voire 11 de tous livres confondus pour vous également. Alors si vous n'avez pas Livre Addict ou que vous n'avez pas forcément d'idées précises de 10 titres, parce que c'est beaucoup, vous pouvez m'en donner moins bien entendu. Je vais pas arriver avec un fouet genre « Oh, c'est scandaleux, il y en a pas 11 !» Faites ce que vous pouvez, hein. Et surtout, bien sûr, dites-moi pourquoi. De mon côté, je me rends bien compte que les nouveaux livres qui sont arrivés dans ce top, parce qu'en soi, il y en a certains qui sont là depuis longtemps, ils sont parce que ils sont arrivés à un moment où j'avais besoin de les lire, où ils ont nourri quelque chose en moi. Et c'est vrai que maintenant, je considère qu'un livre aura 20 pour moi, enfin en tout cas c'est ce que j'analyse en regardant ce top, pas parce qu'il est extrêmement bien écrit, même si ça en fait partie, pas parce qu'il est joli en termes de style, mais parce qu'il a nourri une part de moi qui en avait besoin et qu'il a apporté ses petites briques. Je suis curieuse de connaître vos critères aussi, parce que je peux tout à fait entendre que ce soit parce que vous avez beaucoup rigolé, parce que vous avez été en mode suspense haletant et que vous n'avez pas pu lâcher le bouquin, ou parce que c'est extraordinairement bien écrit et que vous admirez énormément le style. Chacun ses critères. En tout cas, je vous laisse là parce que je parle déjà depuis trop longtemps. Je vous fais 1000 bisous, je vous aime très fort et vive la lecture quoi. Mouah, bisous à tous.